Bonjour à tous. Donc, un grand merci d'être venu à notre conférence. Donc, on va essayer de parler sans surprise de l'enseignement à l'ère de l'IA. Donc, l'IA, c'était le buzzword pour être pris. Donc, du coup, un petit disclaimer, parce que l'IA, on peut en parler pendant longtemps, l'enseignement aussi. Cette présentation, elle est basée sur notre expérience et notre expérience uniquement. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais à prendre avec des pincettes. Tout ce qu'on va voir au jour d'aujourd'hui, que ce soit l'IA qui a tendance à évoluer très vite de nos jours, de la même façon que les étudiants dont les usages évoluent aussi très vite, vont changer. Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sera peut-être plus valable l'année prochaine ou même peut-être plus valable demain. Dernier point, on ne va pas parler de l'impact sociétal, écologique, éthique de la GenAI. Ça, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Je n'ai pas de bonne réponse là-dessus. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un impact. Par contre, ce n'est pas le sujet de cette conférence. Donc du coup, on a matérialisé ça sous forme de film, avec des cow-boys. On avait hésité à venir en tenue de cow-boy avec des Santiago et un chapeau, on ne l'a pas fait. Du coup, là, c'est notre scénario de film, il se décompose en 4 parties. Une première partie, on va vous expliquer comment on voit l'enseignement, comment on apprend, comment on enseigne. Une deuxième partie pour vous expliciter pourquoi on était sous pression, pourquoi on ne se sentait pas bien depuis 1 an, 6 mois, 2 ans, qu'est-ce qui a changé dans les usages des étudiants. Une troisième partie sur les solutions qu'on a essayées. Spoiler, c'était pas très concluant. Et une quatrième partie, on va essayer de prendre du recul et on va essayer de discuter sur qu'est-ce qu'il faudrait enseigner maintenant aux étudiants comme nouvelles compétences à l'ère de l'IA. Donc ça, c'est un premier disclaimer qui est pour moi hyper important. Là, on parle d'étudiants. Ces étudiants, c'est des étudiants qui sont souvent en études supérieures. Donc dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce sera nos futurs collègues. Donc je pense que ce talk-là est intéressant pour tous les enseignants, pour tous ceux qui aiment bien donner des formations, mais c'est aussi intéressant pour comprendre comment vous fonctionnez vos futurs collègues. Alors pour introduire le talk, juste pour situer de quoi on parle, je pense que vous avez tous entendu parler de la GenAI. Ce n'est pas une surprise, c'est le buzzword du moment. On parle bien de la GenAI ici, hein, pas l'intelligence artificielle au sens global. Et pourquoi on en parle et pourquoi ça nous touche, c'est que ça, c'est typiquement une des phrases qu'on entend régulièrement. Ça a été prononcé par le CEO d'Anthropic, donc les gens qui font Claude. Son propos, c'est de dire, d'ici fin 2025, 90% du code sera généré par l'intelligence artificielle. Ça nous laisse 10% du code à nous, les développeurs. Alors, en tant qu'enseignant pour des développeurs, ça fait OK, mais ça veut dire que, grosso modo, moi, je vais avoir des salles vides derrière. Et je n'ai pas tellement envie de me retrouver dans une salle de classe qui ressemble à ça. J'aimerais bien encore avoir des étudiants. Donc, pour redonner du sens à notre métier, on s'est dit, comment on peut faire pour trouver des outils et qu'est-ce qu'on va faire avec la GenAI. Donc, pourquoi on vous parle aujourd'hui? Moi, je m'appelle Philippe Duval, je suis software architecte chez Worldline, mais je suis surtout prof de Java à Junia, à Lycenne, et prof de software architecture à l'INSA Valenciennes. J'ai des étudiants devant moi et ils utilisent la GenAI. Qu'est-ce que je peux en faire? Et je ne suis pas venu seul. Et du coup, moi je m'appelle Thomas Langlois, je suis cloud architecte à Worldline et je suis principalement dans le cadre de ce talk professeur pour Junia, donc HEI précisément, dans un cours d'architecture Linux. Donc rapidement, on a la chance d'être ici grâce à notre compagnie qui s'appelle Worldline, qui est leader dans le paiement, qui est leader européen et on est basé majoritairement à Seclin, Lyon et Blois. Donc maintenant, parlons un peu de comment on apprend, comment on enseigne, comment ça marche un peu tout ça. Là, je vous donne un usage de ChatGPT qui, pour moi, soulève un certain nombre de questions. Si je demande à ChatGPT de me résoudre une équation du premier degré, je pense que tout le monde est capable de le faire, j'ai pris un exemple simple, 2x moins 84 égale 0, ChatGPT me répond, la réponse est 42. Rapidement, quand vous voyez ça, vous vous dites, ok, c'est bien, ChatGPT a répondu, mais si je me projette en tant qu'enseignant, ça n'a pas beaucoup de valeur. Je n'ai pas appris à résoudre une équation du second degré. J'ai trouvé la réponse. Du coup, on peut intuiter que ce biais-là, il amène un certain nombre de problèmes. Et on va essayer de partir là-dessus et après expliquer d'autres principes. Après, en soi, ce n'est pas un problème, parce que finalement, c'est l'histoire de l'évolution technologique. Souvent, quand on fait des évolutions technologiques, c'est parce que ça va nous simplifier l'existence. C'est un peu flemme, quoi. Typiquement, une évolution technologique qui a apporté beaucoup de bien-être, c'est la machine à laver.
Plus personne ne lave son linge dans les rivières aujourd'hui, et heureusement. Et puis, c'est une compétence qu'on a perdue, mais au final, c'est pas grave. Donc, je vois pas pourquoi la GenAI, ce serait gênant, en fait. Alors, c'est pas forcément gênant, mais il y a un point qui est important, c'est que toutes les évolutions, elles ont amené des changements. Bénéfiques, un peu moins bénéfiques. La réalité, pour prendre un autre exemple, c'est ce que vous voyez à gauche. Je pense que quand vous étiez à l'école, école maternelle, école primaire, enfin maternelle un peu moins, mais école primaire, collège, vous appreniez à écrire manuscritement sur le papier. Vous aviez donc une aisance à écrire les lettres, à savoir écrire correctement, dans quel cas il fallait doubler telle consonne, telle voyelle, ce genre de choses. Maintenant, on tape majoritairement sur ordinateur. Sans surprise, quand vous écrivez un mail, vous avez le correcteur orthographique qui va vous corriger toutes vos erreurs d'orthographe, de grammaire. Et la réalité, c'est que quand je suis sorti d'école, on va pas se le cacher, je n'étais pas très brillant en orthographe et en grammaire. Sauf que la réalité, au jour d'aujourd'hui, c'est que je suis encore plus mauvais. C'est-à-dire que le moment où je dois écrire une carte postale pour mamie ou quelque chose comme ça, là, c'est la galère. Dès que je dois écrire un mot, je ne sais plus s'il faut mettre un N, deux N, comment ça fonctionne. Ça veut dire que cette évolution technologique-là, ce changement-là, il a eu des conséquences. Le deuxième point qui est très important, c'est par flemme, je fais la méthode de droite. J'écris le moins possible. Quand je dois envoyer un recommandé, je passe par le site de la Poste, ce genre de choses. Donc c'est un mode de fonctionnement normal pour tout le monde de prendre le chemin de moindre résistance. Alors, un petit avertissement sur ce qui va suivre. On n'est pas prof à plein temps, déjà, on est prof vacataire, et on n'est pas spécialiste des neurosciences. Donc tout ce qu'on va vous donner là comme information, c'est avant tout issu de notre expérience. Ça peut être challengé, mais c'est avant tout notre ressenti. Donc du coup, on va vous exposer notre manière d'enseigner. Donc notre manière d'enseigner, elle se décompose en 3 phases. Une première, on va expliquer un peu, donner un peu le matériel. Une deuxième, on va essayer de trouver une tâche avec un peu de défi. Une troisième, on va répéter. Donc si on rentre en détail un peu dans ces modes de fonctionnement, la première étape, c'est, on va prendre le cas de l'équation du premier degré. Je vais expliquer ce que c'est qu'une équation du premier degré. Ok, il y a un inconnu, c'est une équation, il y a un égal, il y a souvent un zéro de l'autre côté, voilà. Je vais essayer d'utiliser différents médias pour transmettre cette information-là. Je vais le dire à l'oral, je vais peut-être demander à un élève de passer au tableau pour l'écrire, je vais essayer de trouver d'autres solutions pour lui faire comprendre ou faire comprendre aux différents étudiants ce nouveau concept, en espérant qu'il l'intègre. Et dans le meilleur des cas, je vais réussir à donner des anecdotes pour toucher un peu l'apprenant, pour qu'il se souvienne de ce moment-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire en cours et qui est un peu plus difficile. Maintenant, une fois qu'on a fait cette étape-là, on fait une deuxième étape. La deuxième étape qui, à mon sens, est une des plus compliquées, c'est il faut définir un exercice ou une tâche un peu difficile pour que l'étudiant puisse apprendre. Donc premier point, il faut définir le bon niveau de difficulté. C'est toujours une galère sans nom parce que le niveau des élèves n'est pas le même d'une année sur l'autre, il n'est pas homogène dans la classe, c'est compliqué. Le deuxième point, ça c'est un peu plus facile, c'est il faut que les exercices ils se décomposent en plusieurs étapes et qu'il y ait plusieurs manières de le résoudre si possible. Ça permet d'avoir un étudiant qui se rend compte qu'il n'y a pas que sa manière de penser, son mode de pensée qui fonctionne et qu'il y en a plein dans le monde de tous les jours. Et le dernier point, celui-là il est beaucoup plus facile à quantifier, c'est il faut passer un temps suffisant et un effort suffisant sur cette tâche pour déclencher les bonnes zones neuronales pour apprendre. Ça veut dire qu'il faut passer environ au moins entre 5 et 10 minutes minimum sur un exercice un peu complexe pour bien apprendre. Donc là maintenant, on est content, on a appris. Je ne sais pas si vous connaissez cette courbe, ça s'appelle la courbe de l'oubli de Hermann Ebbinghaus. Le principe, c'est de dire, quand on apprend quelque chose, si on ne le répète pas, on l'oublie. Plus on le répète, plus on va le retenir longtemps. Il y a plein d'outils qui permettent de favoriser ça. Je vous conseille de les utiliser si vous avez besoin d'apprendre assez régulièrement. Je pense à Anki, par exemple. Il y a des librairies open source qui existent pour intégrer ça dans n'importe quel plugin. Je pense à FSRS, qui a une librairie pour du Python, du Java, du TS, des choses comme ça. En tout cas, c'est super intéressant. Et le principe est relativement simple. C'est, je pose des questions. Si j'ai bon à ma question, on va me reposer cette même question, mettons dans un mois. Si j'ai faux à la question, on va me la reposer dans 2-3 jours. Comme ça me permet de faire le tri. Mais toutes les questions où j'ai bon, automatiquement, va être calculé le meilleur moment pour réapprendre ou répéter cet apprentissage. Donc ça veut dire qu'au sein de nos cours, il faut qu'on intègre tout au fil de nos cours, et pas d'un seul, les notions importantes qu'on veut enseigner à l'étudiant.
Donc maintenant, on va parler un peu de pourquoi on était sous pression. Parce que c'est un peu le pitch, c'est qu'est-ce que l'IA a changé et pourquoi là, Lucky Luke, il est en train de se gratter les cheveux et de voir de l'OpenAI un peu partout. Alors, on a décomposé ça avec Blondie, vous connaissez peut-être ce film, sur le bon, la brute et le truand. Et là, c'est les bons usages des étudiants. C'est-à-dire ce qu'on a vu, je répète, de notre expérience sur les bons étudiants. Donc les bons étudiants, le premier bon étudiant, souvent, il reformule ce qu'on est en train de lui expliquer. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, une équation du premier degré, ça se résout comme ça, tu peux faire comme ça. Et il ne va pas forcément comprendre, notre manière d'enseigner ne correspond pas à son mode de fonctionnement, et du coup, il va poser la question à l'IA en lui disant comment résoudre une équation du premier degré. Il va avoir une explication, ça va l'aider. Le deuxième, c'est quand on donne des cours, le niveau il est hétérogène, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça permet aux étudiants de poser la question à l'IA pour rattraper ou remettre tout le monde un peu au même niveau. C'est-à-dire que s'ils ont une lacune dans un domaine parce qu'ils ont oublié ce qu'ils ont appris l'année dernière ou qu'ils étaient en année de césure ou n'importe quoi, là au moins ça peut permettre de mettre tout le monde au niveau. Et le dernier, dans le cas où on a des exercices, on ne peut pas aider tous les étudiants en même temps. Ça permet d'aller un peu plus vite dans les exercices parce que les étudiants peuvent se permettre de s'aider de l'IA pour des cas simples. En espérant qu'on soit toujours utile, bien entendu, c'est ce qu'on va montrer après. Maintenant, on a Sentenza, les mauvais usages. Celui-là, on ne va pas encore le traiter tout de suite, mais sans surprise, on va l'avoir. Le premier usage qui, à mon sens, est mauvais, c'est l'usage que je vous ai montré tout à l'heure avec l'équation. Savoir que x égale 42, ça nous fait concrètement une super belle jambe, mais ça ne nous apprend pas à résoudre une équation du premier degré. Donc ça, il faut éviter. La deuxième, c'est les hallucinations. Sans surprise, quand on est en train d'utiliser les LLM, il y a des hallucinations. La grosse problématique pour les étudiants, c'est qu'ils n'ont pas forcément le niveau de compétence, vu qu'ils sont en train d'apprendre une nouvelle matière, de détecter quand l'IA hallucine. Donc ça, c'est un point critique. Tandis que quand on a de l'expérience, on peut se rendre compte qu'il y a des soucis. Et le dernier point, c'est les étudiants sont parfois un peu trop focalisés sur l'IA et on perd leur attention. Donc il faut arriver à trouver des artifices pour recapter leur attention, faire ce genre de choses. Si on parle de perte d'attention, moi, je suis arrivé dans des salles de cours où des fois j'avais des étudiants qui se vissent le casque sur les oreilles, qui écoutent de la musique, qui demandent à ChatGPT de reformuler mes slides, mais qui ne m'écoutent plus. Donc j'en suis à un stade où mon sens à moi d'enseignant, il est un petit peu perdu. Donc comment on peut travailler ça? Après, il y a, vous en doutez, les usages de truands. Les usages de truands, ils sont très simples. Hein, c'est que si vous avez ChatGPT, vous pouvez tricher aux examens. Alors, vous pouvez tricher sur les TP notés, par exemple. Vous pouvez tricher sur les examens si vous faites des examens sur ordinateur. En gros, dès que vous avez accès aux ordis, ChatGPT peut faire votre rendu. Ce qui veut dire que ça pose un tout petit problème en termes de notation. Et la question, c'est pourquoi moi j'en suis arrivé là. Je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais... Pourquoi, dans ma courbe de changement d'enseignement, je suis arrivé à un stade où je notais ChatGPT. Globalement, c'est parce que je fais des TP qui sont faciles, parce qu'on a dit au début que c'était un prérequis pour avoir une courbe d'apprentissage logique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver avec des TP hardcore dès le début, il faut quand même que les TP soient raisonnablement faciles, faisables par les gens qui apprennent. Sauf que si c'est facile pour quelqu'un qui apprend un langage, c'est facile pour ChatGPT, ou pour Copilot, ou que sais-je. L'autre truc, c'est que les exercices qu'on fait sont souvent des cas d'école. Qui dit cas d'école dit tutoriel, qui dit tutoriel dit public, qui dit public dit base d'entraînement pour les LLM. Donc les LLM sont taillés pour répondre à ce genre de questions. Donc évidemment, vous avez vos TP qui sont super facilement faisables par une IA. Ce qui fait qu'à la fin, moi je me suis retrouvé dans un cas où j'étais globalement en train de noter ChatGPT à mes examens. Ça donne ça. J'ai toute une classe de ChatGPT, j'ai tout un tas d'examens à ChatGPT. Je me fatigue même plus à regarder qui triche sur qui. Hein. Je gagne du temps au moins de ce point de vue-là. Mais d'un point de vue enseignant, c'est quand même très frustrant de se dire que vous servez juste à noter ChatGPT. Alors, la grande question que je me suis posée, c'est comment je vais faire pour noter réellement mes étudiants et pas pour noter juste ChatGPT. Cliffhanger monumental. Et sans transition, la scène d'action du film, je me suis mis en tête que j'allais combattre l'usage de l'IA dans mes cours.
Une façon très simple de le faire, c'est de dire on va revenir à des bons vieux examens sur du papier. Alors peut-être que certains d'entre vous ont souffert de ça. Ouais, je sens la souffrance. Moi, je suis très fan des examens papier. Ne me jetez pas trop de cailloux tout de suite, mais parce que ça répond à quelque chose qu'on a vu au niveau de la courbe de l'oubli. Vous allez être obligé de le refaire et de le refaire et de le refaire et de le refaire. Ce qui fait que vous apprenez vraiment. Mais vous apprenez vraiment quelque chose de très précis qui est la syntaxe d'un langage. Le reste, on ne l'apprend pas réellement en fait. Alors pour l'anecdote, il y a une fabrique de papier en Pennsylvanie, pas celle de The Office, mais une vraie, qui fabrique ce genre de bouquins. C'est des bouquins d'examen pour les universités américaines et les collèges et les lycées américains. Ils étaient prêts à déposer le bilan, parce que tout le monde faisait des examens sur tablette, sur papier, sur informatique. Et avec l'arrivée de ChatGPT, leur business est de nouveau super florissant, parce que tous les lycées, universités, etc., reviennent à des examens papier. Sauf que l'examen papier en informatique, ça a une grosse limite, c'est que ce n'est pas exactement ce qu'on veut apprendre. Nous, en entreprise, on ne s'attend pas à ce que les gens connaissent la syntaxe de toutes les fonctions par cœur. On veut qu'ils résolvent des problèmes. Et de ce fait-là, apprendre à résoudre des problèmes quand on a juste du papier, qu'on n'a pas accès à la doc des langages, qu'on n'a pas accès à Stack Overflow, qu'on n'a pas accès à Maven pour tirer ses dépendances, c'est compliqué. Donc on ne peut pas se permettre de dire on va couper Internet et tout le monde fait du papier pour apprendre à coder. On va perdre énormément de matière. C'est pas grave, on va essayer de faire des examens sur un truc que ChatGPT ne peut pas résoudre. Bon, ça c'est une idée que j'ai eue. Je fais un peu une introspection là. Faisons des exercices qui sont plus compliqués. ChatGPT ne saura pas les résoudre. Après tout, c'est ce qu'on veut. Là, je suis focus, je veux avoir ChatGPT à l'usure. Si vous êtes familier de Java, vous connaissez ce piège immonde des génériques, qui est que l'utilisation des wildcards ne vous permet pas d'ajouter des objets de types différents dans une collection. ChatGPT ne le sait pas, enfin Copilot ne le sait pas. Je ne sais pas quel modèle j'utilise, mais Copilot ne le sait pas, parce que ça, ce code-là, c'est un code épuré que je lui ai fait générer avant-hier soir. Il ne sait toujours pas correctement faire se sortir de ce piège-là. Alors, pour ceux qui connaissent Java, vous connaissez ce piège-là. Par contre, moi, je ne connais pas Java, et je suis infoutu, si je suis étudiant et que je découvre un langage, de comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez déjà utilisé l'IA à un moment sur des domaines que vous ne connaissez pas, c'est extrêmement perturbant, on a vraiment l'impression de magie noire, ça génère plein de trucs, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas quand ça ne marche pas, et on a un foutu d'avancer. Donc là, c'est le même genre de problème, c'est OK, on a atteint un niveau de complexité tel que l'IA ne peut pas le résoudre aujourd'hui, peut-être que demain elle le pourra, mais par contre, les étudiants non plus. Donc ça ne nous avance pas des masses. Donc concrètement, ça ne marche pas. Le deuxième point, ça on l'a vu un peu au niveau de la courbe de l'oubli et de l'apprentissage, c'est que si on veut apprendre, enseigner quelque chose à un étudiant, le point le plus important, c'est qu'il faut que ce soit simple. Si quand vous essayez de transmettre votre connaissance, 90% de vos étudiants vous regardent avec des yeux ronds et ne comprennent pas un mot de ce que vous venez de dire, il y a un problème, vous n'avez pas réussi ce que vous vouliez faire. Donc la simplicité, dans le cas de l'enseignement, c'est sans aucun doute une nécessité. Et à vrai dire, le vrai sujet, c'est qu'on se trompe complètement de cible en voulant combattre l'IA. Pour plusieurs raisons. Si on se focalise sur essayer d'avoir des TP suffisamment compliqués pour que l'IA ne puisse pas le faire, c'est une course à l'échalote. Parce qu'aujourd'hui, Copilot n'est toujours pas capable de résoudre ce problème-là. Demain, il le sera peut-être. Il le sera sûrement, en tous les cas, j'espère. Parce que si je veux l'utiliser dans mon quotidien, je m'attends à ce qu'il s'améliore. Par contre, mes étudiants, ils vont toujours partir de la même base. Ils ne connaissent pas Java, il faut que je les emmène jusqu'à ce niveau-là. Donc je vais faire des TP qui sont de plus en plus compliqués, qui ne répondent absolument pas à mon but premier. Et l'autre gros facteur, c'est qu'il y a Blondie dans l'histoire quand même. Et Blondie, il a plein d'avantages. C'est-à-dire qu'on a dit que utiliser la GenAI, c'est un super tuteur pour les étudiants. Ça leur permet de reformuler les cours, donc d'avoir une nouvelle version de ce que vous êtes en train d'enseigner. Si jamais votre façon d'enseigner ne leur convient pas, ils peuvent avoir un plan de backup typiquement. Ils sont là, la GenAI va être là aussi pour pouvoir les aider sur des prérequis qu'ils n'ont pas forcément, et va pouvoir les aider à débugger du code un peu plus facilement. Donc il y a plein de raisons d'utiliser la GenAI. Donc en vrai, la question qu'on a fini par se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment
Est-ce que c'est vraiment la peine d'essayer de combattre la GenAI en arrivant au début du cours en disant « Attention, je ne veux pas que vous utilisiez Copilot ». Et pourquoi on faisait ça en vrai? Enfin, moi, je sais pourquoi je faisais ça. Hein. C'était juste parce que, à la base, ce que je voulais faire apprendre à mes étudiants, c'est la syntaxe du langage. C'est pas une bonne idée. Parce que ce qu'on veut apprendre, en vrai, c'est pas la syntaxe du langage, c'est comment le langage fonctionne et comment le langage permet de résoudre des problèmes. Et c'est vachement plus important de savoir résoudre ça quand vous êtes sur Tomcat. Pourquoi mon serveur a planté, que savoir exactement comment on fait un singleton de tête. Donc, il y a peut-être une question à se poser sur quelles sont les compétences qu'on veut transmettre. Donc voilà, donc là on passe sur le nouveau chapitre de ce film-là. Quelles compétences sont nécessaires pour les futurs vrais cow-boys? Donc du coup, quand on voit ce mec-là qui arrive en face de nous et qu'on a notre vieux sicou dans la poche ou à côté de nous, on se dit qu'il est vraiment temps de changer de matos. Vous pouvez sortir le pistolet laser, le sabre laser, ce que vous voulez, mais il va falloir des nouvelles compétences, il n'y a pas de doute. Donc on a essayé de décomposer les compétences en plusieurs parties. Une partie avant d'utiliser l'IA, qu'on va appeler upstream, une partie après l'IA, qu'on va appeler downstream, et une partie pêle-mêle où il y aura un peu toutes les compétences. Sans surprise, sur la partie upstream, il faut savoir maîtriser de nouveaux outils et surtout savoir designer comment utiliser l'IA. Donc, si on parle des nouveaux outils, il y a Cursor, il y a Klein, il y a Claude dans le terminal, il y a plein d'outils différents. Les étudiants vont devoir se familiariser avec des outils et en utiliser certains. On pourra leur donner des conseils ou pas dans ce domaine-là si on a un avis, mais c'est sûr que ça va être une compétence nécessaire pour les étudiants. Le deuxième point, c'est qu'il va y avoir du prompting. On est capable, dans certains cas, de mettre du prompting aux étudiants pour leur dire, bah voilà, dans ce cas d'usage, vous pouvez utiliser ce prompt-là, ça va vous faire gagner du temps. Si je prends un cas concret dans mon cours d'architecture Linux, je leur fais générer des diagrammes as code et je les fais générer avec un prompt qui va bien en leur disant bah, vas-y, faites ce prompt-là, ça va vous générer du diagramme as code et du coup, ça va vous faire votre archi sous réserve de bien comprendre forcément la demande. Et justement, le dernier point, moi, j'ai jamais eu besoin de beaucoup l'utiliser. Comme je vous dis, je fais de l'architecture Linux, pas du code en tant que tel. Par contre, moi, je l'utilise assez fréquemment dans les cours de software architecture parce que les modèles ne sont pas tous égaux en fonction de ce que vous voulez le faire, ça vous le savez sûrement. Et de ce fait, utiliser le bon modèle pour poser la bonne question, ça permet d'avoir des résultats qui sont plus probants. Ces derniers temps, la tradition voulait qu'on utilise plutôt Claude pour générer du code. Par contre, ChatGPT reste très bien entraîné pour répondre à des questions de patterns d'architecture logicielle. Donc j'ai tendance à aiguiller mes étudiants vers tel modèle pour poser telle question, vers tel autre modèle pour générer du code, vers tel autre modèle pour faire de la partie infra, et aussi en fonction du langage qu'ils doivent utiliser, essayer de les orienter plus ou moins vers le bon modèle, quoi. Alors c'est une compétence à maintenir perpétuellement, mais c'est quelque chose qui est très intéressant à garder à l'esprit et à leur transmettre. Et du coup, avec toutes ces compétences-là qu'ont les étudiants, on espère qu'ils pourront enfin nous répondre à cette question, est-ce qu'il faut dire merci à l'IA ou pas? Chacun son avis là-dessus. Moi, je vais leur dire merci dans le doute. Maintenant, un point important qu'on n'a pas signalé, les gros changements qu'on a dû faire dans nos cours, forcément, on rajoute des nouvelles compétences. Nos heures de cours, elles ne sont pas extensibles. Ça implique qu'on a dû retirer des compétences ou qu'on a dû réduire des parties de cours. Donc on ne le signale pas là-dessus, mais forcément, si on ajoute quelque chose, on réduit des petites choses. Maintenant, une des compétences qui est la plus importante, je pense, pour bien utiliser l'IA, c'est bien utiliser son cerveau, concrètement. Quand vous avez une demande client, un exercice ou que sais-je, il va falloir prendre un peu de recul et essayer de comprendre, de matérialiser dans votre tête, concrètement, qu'est-ce que veut le client, pourquoi il demande ça, qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes de code ou en termes de connaissances ou de compétences. Si je prends un exemple concret, ça veut dire que moi, mes étudiants, je ne leur donnais pas en architecture Linux de notions sur ce qu'on appelle les NFR, donc les Non-Functional Requirements, donc le SLA, le RTO, le RPO, donc les périodes d'indispo. Maintenant, je leur donne en leur disant, OK, bah, l'IA, elle va faire plus de trucs,
Donc du coup, vous avez moins besoin de compétences pratiques sur comment faire telle action dans Linux. Par contre, vous devez être capable de comprendre une demande client, et s'il vous dit qu'il veut un RTO de 0 ou un RPO de 0, il faut être assez intelligent pour vous dire la vitesse de la lumière, elle a une limite, ça ne se téléporte pas, donc c'est pas possible. Donc, important de prendre un peu de recul. Le deuxième point, c'est comprendre un problème. Donc ça, c'est hyper important, c'est leur apprendre de plus en plus, ne plus leur prémâcher les exercices et de leur dire, bah voilà, je vous mets un problème ou un exercice un peu plus complexe, je ne vous le décompose pas en étapes. Donc si je prends un exemple concret, avant, c'était de dire, il faut installer un WordPress, donc vous installez une base de données, vous installez PHP, vous installez Apache, vous faites ça. Il y avait 10 étapes et c'était guidé. Maintenant, j'ai tendance à dire, bon, bah, ça, l'IA, elle peut le faire. Donc du coup, je vais leur dire, vous avez une demande client qui vous demande d'installer WordPress en telle version. Essayez de vous débrouiller, je vous guide un peu, mais qu'ils aient beaucoup plus besoin de réfléchir au design et à la construction de ce qu'ils vont demander à l'IA. Et le dernier point, c'est il faut des compétences de haut niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui aura besoin partout, principalement en code, mais pas que. Ça va être de dire, si je reprends mon exemple de WordPress, bah, qu'est-ce que j'utilise comme base de données? Pourquoi? Est-ce que je prends du Postgres? Est-ce que je prends du MariaDB? Est-ce que je prends du MySQL? C'est quoi la différence entre MariaDB et MySQL? Toutes ces choses-là, il faut à un moment être capable de guider l'IA pour lui dire, bah, fais ça, mais en fait, pour faire ça, je veux que tu suives plutôt ce chemin-là. Et du coup, il faut des connaissances haut niveau, mais qui sont nécessaires et indispensables pour être capable de guider correctement l'IA pour avoir un produit fini. Alors tout ça, c'est sympa tant qu'on n'a pas commencé à parler à l'IA. Par contre, on sait tous qu'une fois qu'on a commencé à parler à l'IA, c'est là que la fête commence, quoi. Une des compétences qui me paraît cruciale à avoir une fois qu'on récupère du code généré par de la GenAI, c'est d'être capable de débugger le code qui vous est recraché. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend avec la syntaxe, c'est quelque chose qu'on apprend en connaissant comment le runtime est fait, quelles sont les théories informatiques qui font votre langage. Donc, si je prends l'exemple de la JVM, savoir que le code est déjà précompilé et après exécuté en bytecode, et que ce bytecode-là, il est ensuite exécuté en code natif, etc., etc. Quels sont les compilateurs qui sont intégrés dans cette chaîne-là? C'est nécessaire pour comprendre à un moment quel est le message d'erreur que je vais recevoir, surtout quand on sort des messages d'erreur classiques de null pointer exception. Donc avoir cette compétence-là de debug et être capable de comprendre où est l'information et comment je la retrouve, elle est critique. Parce que si vous posez la question à ChatGPT, corrige-moi ça, il ne va pas vous donner la bonne réponse, quoi. Il va tenter des trucs et au mieux, il vous sortira un lien vers Stack Overflow, mais à la fin, vous avez besoin de ces compétences de debug. Alors en vrai, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont me dire, les compétences de debug, on s'en fout, on a le vibe coding, ça va bien se passer avec les agents qui sont capables de se corriger eux-mêmes. Sauf que, en vrai, ça ne va pas être aussi simple, on va le voir juste après sur la méthode. L'autre chose qui me paraît critique, c'est d'être capable de corriger justement la GenAI quand elle s'est enfermée dans une solution qui ne va pas aboutir. Je fais pas mal de bash, je fais pas mal de commandes sed, awk et compagnie. Le nombre de fois où je me retrouve à demander à la GenAI de me faire une regexp et qu'elle n'est pas capable de me sortir la bonne regexp et qu'elle s'enferme sur un schéma qui ne va jamais aboutir, qui ne marche pas, j'ai arrêté de les compter. Et à chaque fois, il faut que je ressorte de là et que je change d'outil ou que je change mon prompt, mais d'une façon vraiment complètement différente pour qu'elle change son hypothèse de départ et la façon dont elle itère. Ça, je n'ai pas encore trouvé un modèle qui est capable de le faire de lui-même. Donc savoir réorienter la GenAI pour trouver une solution qui va aboutir, c'est déjà une compétence en soi. Et du coup, moi, dans le même genre, dans les compétences en debugging, sans surprise, pour moi, un des points importants, ça va être capable de détecter si ce que vous a généré l'IA, c'est globalement de la merde, ou si ça va partir en prod, ou ça va pas partir en prod, c'est de détecter ça. Donc du coup, parfois, malheureusement, pas de bol, ça marchera pas, il faudrait être en capacité de le débugger. Donc dans mes cours, je prends l'approche inverse. Avant, je leur demandais pour certains exos de partir et de créer tout de A à Z en partant du début. Là, maintenant, je prends l'exemple inverse. Je prends un truc qui marche pas et je leur dis, bon ben voilà, là, je vous ai filé, si je reprends l'exemple du WordPress, je vous ai filé un WordPress, il est tout pété. C'est l'IA qui vous l'a généré. Ben maintenant, il faut arriver à le débugger. Je suis là pour vous aider. Je peux vous donner quelques pistes. Utiliser l'IA ou pas pour comprendre ce qui ne va pas.
mais il va falloir prendre un peu de recul et débugger. Je pense que ça va être une compétence qui va être de plus en plus nécessaire, parce que le jour où il y aura du debugging ou des tests de perf ou des choses comme ça, il va falloir optimiser le code. C'est intéressant de pouvoir faire ça et de pouvoir ou guider l'IA ou de le corriger nous-mêmes. Alors concrètement, sur nos cours, ça se matérialise par des changements de TP qui avaient une tête avant et qui ont complètement changé d'aspect. Si je prends l'exemple des compétences opérationnelles sur le debug, j'avais un TP de Java qui était focalisé sur la syntaxe et qui était des erreurs de compilation à résoudre. En gros, c'est est-ce que vous savez exactement comment ça s'écrit telle signature de fonction. Il y a longtemps que celui-ci est passé à la trappe et que j'ai un TP sur du debug avec des erreurs au runtime qui sont un peu plus compliquées à débugger. Et pour la partie réorientation de l'IA, j'ai tout un TP qui se base sur des batteries de tests unitaires, comment on écrit des tests unitaires pertinents, comment on va pouvoir du coup mettre ces tests unitaires à disposition de l'IA. Ça, c'est mon travail pour l'année prochaine. Et vous avez aussi des frameworks comme ArchUnit, qui permet d'avoir des tests unitaires pour valider votre architecture. Et ce genre de truc, ça peut aussi alimenter l'IA pour lui dire, OK, si tu me fais une réimplémentation, fixe-toi sur cette architecture que je vais avoir. Donc aujourd'hui, j'ai changé une partie de mes cours. Demain, je vais continuer à aller dans ce sens-là pour apporter des outils qui sont capables de nourrir l'IA pour guider l'implémentation. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que j'ai radicalement changé dans mes cours, c'est la partie compétences sur la résolution de problèmes. Parce qu'à la base, on est quand même là pour ça. Le code, c'est fait pour résoudre des problèmes, et des problèmes métiers. J'ai découpé ça en 3 parties. La première, c'est les stratégies de résolution de problèmes. Je vous en ai mis 3, il y en a pléthore. Vous connaissez peut-être celle de diviser pour conquérir. Un gros problème, on en fait plein de petits problèmes. C'est un peu l'idée des microservices. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez par exemple la stratégie d'analogie qui consiste à dire si je sais résoudre un problème dans un domaine métier spécifique, peut-être que je peux faire une analogie avec mon domaine métier et appliquer la même solution et peut-être que ça va marcher. Peut-être pas, mais en tous les cas, ça permet d'ouvrir un petit peu le champ des solutions possibles à un problème donné. Et le lateral thinking, qui est un petit peu ce que je vous expliquais sur comment faire corriger à l'IA une commande SED. Si vous avez un problème et que vous êtes enfermé sur un problème, avoir la présence d'esprit de l'attaquer par un autre prisme va vous permettre d'apporter une nouvelle dimension de solution. Ce n'est pas forcément des choses qui sont intuitives dans des langages de programmation, et ça vous permet de raisonner dans le domaine du problème et pas dans le domaine de l'implémentation. Après, on peut mettre des tactiques de mise en œuvre de ces stratégies. Encore une fois, il y en a pléthore, je vous en ai mis 3 qui me paraissent intéressantes. La première, c'est le fameux Plan, Do, Check, Act, ou la route Deming. Vous le connaissez peut-être sous cette appellation-là. L'idée, c'est qu'on a un plan, on va le dérouler, on mesure les écarts par rapport à ce qu'on avait prévu, et on corrige ces écarts, et on itère. C'est bien une façon typique de fonctionner pour les agents. Mais ce n'est pas forcément celle que vous voulez avoir quand vous faites de la résolution de bugs, par exemple. Pour la résolution de bugs, la méthode des 5 whys, ou 5 pourquoi, qui est une méthode qui est largement plus répandue que juste dans l'informatique, dit que quand vous voulez connaître une vraie cause d'un problème, vous allez poser 5 fois la question. Tant que vous n'avez pas posé 5 fois la question, il peut rester encore quelque chose de supplémentaire. Si vous avez des enfants, vous voyez très bien de quoi je parle. Et ça m'amène à la root cause analysis. Root cause analysis, c'est quelque chose qui, quand on fait du développement, n'est pas forcément le premier truc auquel on pense. Moi, j'ai fait beaucoup de prod. Et quand on fait de la prod, la root cause analysis, c'est une compétence qu'on développe et qu'on sort systématiquement, notamment le 5 whys est un outil très, très utile dedans. Mais connaître la raison première pour laquelle vous avez une erreur peut sortir largement du cadre de « je corrige juste l'erreur ». Je vous prends un exemple tout simple. En Java, encore une fois, vous avez une null pointer exception dans votre code. Bon. Dans votre TP, on ne va pas mettre if différent de nul. Parce que probablement que la valorisation de votre variable, elle vient d'ailleurs, et que le fait que cette variable ne soit pas valorisée vient peut-être d'un problème de design. Et ce problème de design, il vient peut-être du fait que vous avez mal compris l'énoncé, etc., etc. Donc en posant ces questions, et en apprenant à avoir ces réflexes-là, on peut apporter un peu plus de valeur à la réflexion dans les TP.
Et enfin, dernière chose que j'ai mis dans mes cours, qui me paraissait intéressant, c'est les biais qu'on a quand on attaque des problèmes. Encore une fois, 3 biais, il y en a à pléthore. Il y a une magnifique page Wikipédia dessus. Celui que je préfère, c'est le rasoir d'Occam, qui dit que les causes les plus probables sont les plus simples. Si vous avez une null pointer exception, j'ai de la souffrance vis-à-vis des null pointer exceptions dans les TP de Java. Ça se sent peut-être. Si vous avez une null pointer exception, le premier réflexe, c'est quand même de se dire la variable est nulle, quoi. Et si la variable est nulle, c'est qu'elle n'a pas été valorisée. Et si elle n'a pas été valorisée, c'est qu'il y a un appel de méthode qui n'a pas été fait. C'est pas parce que Java vous en veut personnellement. Mais juste imprimer ça dans la tête des étudiants, et moi, ça m'a pris un peu de temps quand même. Le biais de confirmation, c'est que si, c'est Java qui m'en veut, donc je vais aller upgrader ma version de Java parce que j'ai probablement pas celle du prof. Non, on va commencer par se prendre un petit peu de recul et pas essayer de confirmer les hypothèses qu'on a, mais aussi aller essayer de faire le procès à décharge et de trouver des informations. Et le biais du survivant, c'est un biais qui est assez rigolo, qui consiste à dire que si vous voulez analyser des causes sur un phénomène, il ne faut pas voir que les éléments qui ne sont pas concernés par cette cause. L'histoire veut que c'est un biais qui consistait à demander aux ingénieurs de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale où est-ce qu'il fallait mettre les renforts sur les avions pour que les avions reviennent plus facilement des bombardements sur l'Allemagne et ne se crachent pas sous les coups de DCA. Ils ont regardé les avions qui revenaient. Or, ceux qui voulaient protéger, c'est ceux qui ne revenaient pas. Alors, maintenant qu'on a bien rempli notre bannette avec toutes les compétences qu'on voulait apporter aux élèves, il y a quand même un truc qui reste en plan, que je vous ai mis là tout à l'heure, qui est comment je vais les noter. Parce que c'est bien joli tout ça, mais on leur apporte des compétences, mais comment on va faire pour leur mettre des notes qui ne soient pas tributaires de ChatGPT? Alors je vous propose une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on va quand même revenir à un truc que ChatGPT ne sait pas faire, mais je vous propose de faire des soutenances orales, parce que quoi que vous fassiez, ChatGPT ne va pas parler à votre place. Donc si on est capable de s'assurer que les étudiants sont en capacité d'expliquer leurs problèmes et leurs solutions à leurs camarades, on a coché une case qui est « je me suis approprié suffisamment la compétence pour être capable d'en parler et de la restituer ». Et ça, ChatGPT aujourd'hui, à moins que vous ayez un ChatGPT dans votre poche et que vous fassiez de la génération vocale, pour l'instant, c'est quelque chose qui est très intrinsèque à l'apprentissage de la personne. Donc, je l'ai mis en pratique dans une certaine mesure sur mon cours d'architecture. Si vous voulez suivre mon cours de Java l'année prochaine, il est probable que l'examen ne soit pas un code à rendre, mais un code à expliquer en public. Et enfin, vous voyez la fin du film arriver. Tout ça, c'est des idées qu'on a eues, c'est des idées qu'on a commencé à mettre en place. Évidemment, tout n'est pas aussi simple que ça, et il y a des idées qu'on va continuer à essayer d'implémenter dans nos cours. Toutes les idées sont les bienvenues. Si vous en avez d'autres, on sera heureux de les entendre. Ce qui est certain, c'est que la GenAI aujourd'hui, dans nos cours, auprès de nos étudiants, elle est là en permanence. Donc il va falloir apprendre à composer avec et à continuer à se l'approprier comme outil pédagogique à part entière. Donc là, maintenant, on arrive sur la scène finale avec le cow-boy qui part dans le soleil couchant. Et on va essayer de résumer un peu les points importants. Donc déjà, ça c'est un point qui me tient à cœur. Le point le plus important quand on enseigne, c'est qu'on est là pour enseigner aux étudiants, mais aussi apprendre nous-mêmes. C'est-à-dire que souvent, en enseignant, on apprend des choses, et les étudiants ont toujours des choses à nous apprendre. Le deuxième point, comme je vous l'avais dit dès le début, c'est que ces étudiants, c'est nos futurs collègues. C'est peut-être même déjà nos collègues du moment s'ils sont en alternance. Donc, il va falloir aussi apprendre à travailler avec eux, à être complémentaire avec eux et bien fonctionner. Donc, on a des choses à apprendre dans ce domaine-là. L'exemple qu'a donné après Philippe dans le 3e chapitre, c'est « ça sert à rien de se battre contre l'IA ». On a le droit d'être contre l'IA pour des valeurs écologiques, éthiques, sociétales, d'avoir un avis, sauf que dans les faits, les étudiants ils sont en cours en face de nous et ils sont en train de l'utiliser. Donc, il faut composer avec, et je trouve que c'est une opportunité de prendre un peu de recul aussi pour nous et de se dire, d'accord, maintenant je peux leur faire prendre aussi eux un peu de recul, leur apprendre différentes choses, des nouvelles choses, des choses qui vont mieux coller à ce qu'on pense être l'avenir.
Et du coup, maintenant, on va passer sur le dernier point. Donc ça, c'est un résumé très rapide, c'est assez compliqué. Mais globalement, les compétences qui vont être nécessaires, c'est il faut avoir une connaissance globale de l'usage de l'IA. Alors je sépare bien connaître l'IA, on ne demande pas aux élèves de créer des modèles LLM, mais bien de savoir l'utiliser. En deuxième lieu, forcément, il va falloir que les élèves soient en capacité de designer. Et ça, je pense que c'est plus une compétence intellectuelle, c'est-à-dire prendre du recul, savoir matérialiser dans sa tête ce qu'on veut vraiment demander à l'IA, et avoir les bonnes connaissances théoriques pour faire tout ça, c'est-à-dire être capable de guider en disant « moi, je suis en train de développer avec tel outil, et je paye telle librairie parce que j'ai du support dessus, parce que j'ai une contrainte de sécurité, du coup, je veux que tu utilises celle-là. » Si on n'a pas ce niveau de connaissance et qu'on ne peut pas lui donner ces informations-là au design, on va dans le mur parce que, en termes d'entreprise, on risque d'avoir des designs très hétérogènes et du coup, pas unifier tout ça. Et le dernier point, c'est ce qu'a évoqué majoritairement Philippe, c'est de la méthodo. On a des choses à apprendre ou à redécouvrir en termes de méthodologie, les biais, les méthodes de résolution de problèmes et les différentes tactiques et stratégies. Ça, je pense que c'est important à transmettre. Ce qui nous amène au générique de fin de notre film. Et comme dans toute bonne production hollywoodienne ces derniers temps, il y a une scène post-crédit. La scène post-crédit, c'est la suivante. Vous avez peut-être tilté tout à l'heure sur ce tableau noir là avec du code papier. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de souffrance. Vous m'avez transmis votre souffrance du code papier pour les examens. Sauf que moi, il y a du code papier, je le vois encore à un endroit. C'est dans les recrutements pour nos collègues. Et ça, pour moi, c'est un truc. On vient de passer un long moment à expliquer que, en fait, c'était pas les compétences qu'on voulait avoir, le code papier dans l'entreprise, parce que dans l'entreprise, on va avoir des problèmes à résoudre et que la syntaxe de la boucle for, c'est pas trop ce qu'on veut tester. Or, il y a encore des endroits où on recrute avec du code sur des tableaux blancs. Et honnêtement, de vous à moi, je trouve pas ça normal et je trouve pas ça adapté au recrutement à l'ère de l'IA. Ce qui fait que peut-être que notre prochaine conférence sera sur les méthodes de recrutement à l'ère de l'IA. Merci à tous. Merci à tous.